accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la libre antenne d'Europe 1. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Appelez-nous au 39 21. Benjamin et Thomas sont là, ils vous accueillent et nous sommes ensemble pour partager vos questions, vos soucis ou même parfois la détresse qui peut surgir par moments dans l'existence. Ce soir à Berlin se sont achevés les championnats d'Europe d'athlétisme. Le sport peut parfois être une bonne métaphore de la vie. Même les champions les plus performants connaissent eux aussi toutes ces difficultés qui jalonnent le chemin de chacun. Cela peut être le découragement ou la colère ou encore un sentiment d'injustice. Ces personnes en apparence si fortes abritent en réalité les mêmes tourments que tout un chacun, car c'est tout un monde que chacun porte en lui et nous sommes ensemble pour partager quelques fragments de ce monde. Merci pour vos appels et ce partage, car il n'est pas toujours facile de se lancer. Décrocher son téléphone demande parfois un certain courage. Benjamin et Thomas vous accueillent avec toute leur bienveillance et leur gentillesse, deux vertus dont nous avons tellement besoin. La vie est parfois suffisamment difficile pour qu'il ne soit pas la peine d'en rajouter. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin pour prendre soin de la flamme présente en chacune et en chacun. Nous veillons ensemble à maintenir cette flamme allumée et peut-être, lorsque cela est possible, la ranimer. Alors appelez-nous au 39 21, nous vous attendons. Vous savez que vous pouvez réagir par SMS au 7 39 21. Commencez alors vos messages par le mot nuit. Vous pouvez également nous écrire par mail sur notre site internet europe1.fr. C'est Andreas Papazian qui réalise ce soir cette émission. Bienvenue sur la libre antenne d'Europe 1, votre libre antenne. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous démarrons cette libre antenne avec Clara. Bonsoir Clara. Oui, bonsoir, pardon. Oh, merci de me prendre en ligne parce que comme vous disiez, c'est de la détresse, même si, voilà. C'est de la détresse Oui, je suis en détresse. Que se passe-t-il ? Je suis usée, épuisée, particulièrement aujourd'hui. Pour faire rapide et clair, j'espère, je suis en couple depuis plusieurs années. D'accord. Avec un monsieur qui a un fort charisme et caractère. Et depuis cet hiver, il travaille chez un grand patron parisien. Enfin bon, bref, il travaille chez un grand patron et ce grand patron a une employée de maison. Cette employée de maison est tombée malade cet automne. On ne sait pas si c'est psychologique et tout, parce qu'en fait, ils n'ont rien trouvé dans ses analyses, etc. Mais toujours est-il, soi-disant, en tout cas, elle était malade, pas bien. Un coup, c'est son bras qui se paralyse, un coup, c'est ceci, un coup, c'est cela. Et lui, mon ami, qui s'appelle Philippe, l'a prise un peu comment dire ? Sous son aile. Sous son aile, voilà, c'est exactement le mot, parce que il a un côté, mon ami, il a un côté un peu syndrome du sauveur. Voilà. D'accord. Voilà, il faut toujours qu'il soit bien vu par tout le monde, qu'il aide tout le monde, et etc., etc. Du coup, comme il travaillait beaucoup, je le voyais pratiquement plus entre les week-ends, le soir, etc. Donc c'est un automne hivernal qui a été très glacial parce qu'on s'est pris la tête, parce que je voulais comprendre ce qui se passait. Et il m'avait dit qu'il allait, que son patron lui avait dit d'aller la voir, etc. Mais je lui ai dit, je te connais, tu n'as pas été que la voir, tu vas la prendre sous ton aile et tu vas t'en occuper régulièrement. Mais non, tu dis des bêtises. Et puis, ce qui s'est passé est arrivé, c'est que elle s'est éprise de lui. Et puis, comme nous, on se fâchait
parce qu'il était souvent absent. Et bien sûr, il me rejetait la faute. Du coup, il passait de plus en plus de temps chez elle. Mais moi, mon comportement était justifié, malgré tout. Il voulait pas me répondre, et comme il me parlait pas, ni quoi que ce soit, après, il est tombé dans le... Quand il parlait, c'était pour s'engueuler. Et après, il est tombé dans le mutisme. C'est-à-dire, je lui posais des questions, et qu'est-ce qui se passe, et que ceci et cela. Il voulait pas me répondre. Du coup, moi, je m'emballais de plus en plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin d'année, en janvier, je suis tombée bien malade. Je suis, un burn-out, tout ce que vous voulez, tout ce qui va avec le cœur qui a failli me lâcher, entre le boulot, parce que parallèlement, professionnellement, je me suis retrouvée seule à gérer un service. Dans la famille personnelle, il y avait des problèmes de santé, plus ma vie privée qui, je le voyais, qui était de plus en plus absent, qui s'éloignait de moi, que quand il me parlait, il me parlait mal, et qu'il m'en regardait plus, etc., etc. Vous êtes un peu effondré, quoi. Hein. Mais carrément. Carrément. Je prends un rendez-vous chez mon médecin généraliste, le deuxième rendez-vous de la semaine. Ce jour-là, il me dit, tu vas dans ta famille? Je lui dis, non, je suis fatiguée, je dois aller chez le médecin, j'ai même pas la force d'y aller. Et je suis allée, le médecin, à m'entendre, il m'a consulté et tout, puis du coup, de chez le médecin, je me suis retrouvée à l'hôpital. Aux urgences. D'accord. Oui, mais aux urgences cardiaques, carrément. Parce que j'avais tous les symptômes, Dieu merci, il n'y a pas eu pire, mais j'ai eu tous les symptômes d'un infarctus féminin, parce que les symptômes, et c'est bon pour les gens qui en pensent, les infarctus, les symptômes pour un homme ne sont pas les mêmes pour une femme quand il s'agit des problèmes de cœur. Voilà, c'était vraiment un infarctus ou alors c'était une crise d'angoisse? Non, c'était pas une crise d'angoisse. J'ai eu tous les symptômes, mais rien de particulier. En fait, mon corps, il m'a lâché, et le médecin, mon généraliste m'a dit, j'ai préféré vous envoyer parce que j'avais peur que dans la nuit, ça se passe mal. Et arrivé là-bas, ils ont fait tous les examens, etc. Après, ils m'ont donné des médicaments. Et puis en fait, moi, j'ai lâché prise, quoi. Après, j'avais plus de force pour parler, mais rien du tout. Ça, c'était en janvier, Clara. C'était en janvier. Et lui partait en voyage avec cette femme. Il l'a emmenée à l'autre bout du monde. C'est le patron qui a payé. Pour l'emmener faire de la médecine chinoise pour essayer de la guérir là-bas. D'accord. Parce que lui il y va des fois parce qu'il travaille pour quelqu'un, mais en même temps il essaie de faire son business à lui. Et à l'époque j'avais dit, de toute façon je suis sûre que tu vas l'emmener, etc. Je te connais, mais non. J'avais les larmes aux yeux. Je dis, mais si, en plus c'est une employée de maison, peut-être que elle n'a pas vu sa famille parce que c'est une femme de l'Asie. Je suis sûre et tout ça. Il m'a vu les larmes aux yeux, il a rien dit. Après, quand il m'est arrivé ce problème-là, comme un fait exprès, 2 jours après, lui partait en voyage avec elle. Donc du coup, je me suis retrouvée vraiment seule. Et à l'hôpital, quand il est venu me voir, il me dit, oui, je pars demain, sans me dire qu'il partait avec elle, bien sûr, parce qu'il sait ce que j'en pensais. Et il me dit, enlève-toi ce que tu t'es mis dans la tête, parce que moi je lui ai dit, je suis sûre qu'il y a quelqu'un, qu'il se passe un truc, t'es tout le temps envoyé. Non, c'est pas vrai, c'est le boss qui m'envoie là-bas. Alors que j'ai la preuve qu'il y allait tous les jours, ne serait-ce qu'une demi-heure, vous voyez. Il passait la voir, il repartait. Donc moi, ça m'a fait terriblement mal. Et après... Alors Clara, la communication parfois est de mauvaise qualité. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être vous déplacer. C'est mon téléphone. Voilà. C'est mon téléphone. Et donc pour conclure, donc moi ça m'a rendue terriblement malheureuse et en souffrance totale. Et quand il est rentré de son séjour avec elle, moi je l'ai accueilli à la porte normale avec le sourire et tout ça. Puis comme lui il était mal, il m'a presque repoussé en me criant dessus. C'est bon, laisse-moi arriver. Moi j'ai filé dans le salon, j'en ai plus bougé. Ça lui a mis 2 heures pour qu'il fasse retomber la pression, qu'il revienne vers moi, qu'il me donne ce qu'il m'avait apporté de là-bas. Enfin bon, bref. C'était soi-disant pour son business, et j'ai su par la suite qu'il est bien allé avec elle et que c'est le boss qui a payé le voyage pour tous les deux. Bon bref, d'ailleurs le boss après lui il a voulu y aller, et quand il y est allé, il est resté 3 jours, il est revenu aussitôt en disant finalement en France, à Paris, on peut faire la même chose. Mais bon, et elle bien évidemment, en allant dans un hôtel 5 étoiles, bien sûr, au bout de 48 heures, le lendemain, elle était guérie, elle marchait. Clara, quelle est la situation aujourd'hui, dites-moi? Alors voilà, c'est là où je veux vous dire. Donc après, pendant des mois, ça allait
bien, pas bien entre nous. J'ai essayé de rétablir le dialogue pour qu'on ait au moins un quotidien qui soit normal. Parce que moi, depuis, en fait, je suis en arrêt de travail en plus. Et pour son anniversaire, c'était au mi-juillet. Il était en déplacement en Corse avec son patron, et le retour pour son anniversaire, il l'a fait avec elle apparemment, parce qu'elle, c'est tous les jours, elle lui écrit tu me manques, je t'aime, 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 c'est toute la journée, elle écrit que ça. Pardon Clara, alors, si vous pouvez peut-être vous déplacer encore avec le téléphone, parce que j'ai du mal à bien vous entendre. Comment je vous entends très bien. Comment je fais tout ça, c'est parce que j'ai fait en sorte de pouvoir lire ses messages. J'ai trouvé son code et puis je rentre dans sa boîte mail. Vous regardez dans sa boîte mail, d'accord. Ouais. Et dans son téléphone quand il l'oublie, parce que son téléphone maintenant c'est devenu propriété privée. J'ai pas le droit d'y toucher. Et voilà. Et des fois il oublie qu'il l'a pas éteint et du coup je regarde vite. Vous connaissez son code de téléphone également? Oui. D'accord. C'est grave, c'est très grave. Mais son téléphone, je l'ai pas tout le temps avec moi, donc c'est très rare que je puisse. Et puis il faut faire attention, vite, c'est très long à charger. Mais les mails, par contre, oui. Donc du coup, je peux voir, je peux suivre, etc. Et c'est là où elle lui écrit des dizaines de fois par jour qu'elle l'aime, qu'il lui manque, et blabla, et blabla. Lui ne dit jamais rien. Et donc après, pour l'anniversaire, moi j'avais dit oui, mais je t'ai préparé un truc. Il m'a dit oui, mais on fera ça dimanche parce que je ferai plus de temps. Ok. Et le dimanche est arrivé. Bon, il était bien avec elle apparemment. Le dimanche c'était un vendredi. Le dimanche, il était à la maison avec moi. On a passé un excellent dimanche pour son anniversaire. Il n'y avait plus rien entre nous physiquement. Il y a eu un rapprochement. J'ai dit tiens. Et donc du coup, cette journée s'est très bien passée. Les jours qui ont suivi, très bien également. Je me suis dit ok, c'était une mauvaise période. Il a réfléchi, il revient vers moi. C'est très bien. Et puis une semaine après, changement total de comportement, parce que madame lui écrit je suis pas bien, je suis malade à nouveau, j'ai ceci, j'ai cela, c'est la pleine lune, au secours. Donc du coup lui il a changé de comportement à nouveau avec moi, à nouveau un peu distant, etc. Et comme il voulait la ramener à nouveau en Asie pour la soigner, et qui s'est dit j'aurais pas assez le temps, l'argent, blablabla. Ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est qu'il lui a offert le voyage à elle et ses enfants, parce que cette femme ils ont une 22 ou 23 ans de différence d'âge. Et elle est divorcée avec 2 enfants. Et du coup, il lui a offert le voyage à elle et ses enfants dans son pays d'origine pour qu'ils aillent voir leur grand-mère qu'ils n'ont jamais vue et qu'elle se fasse soigner là-bas. Alors Clara, si vous le permettez, je vous propose peut-être qu'on essaye de faire le point pour être sûr que je vous comprends bien. Vous voulez bien? D'accord? Bien sûr. Quel âge avez-vous, Clara? Moi, j'ai 47. D'accord. Et vous êtes avec ce monsieur, votre compagnon, depuis combien de temps? Depuis bientôt 19 ans. Mais on habite ensemble que depuis quelques années. D'accord. Toutefois, ça fait presque 20 ans que vous entretenez une relation tous les deux. Exactement. Donc vous êtes ensemble depuis 20 ans et vous vivez ensemble depuis plusieurs années, c'est ça? Depuis quelques années seulement, parce que avant il s'occupait de sa mère, donc il passait la soirée avec moi. Toute la journée. Là, vous vivez sous le même toit, depuis Maintenant, on vit sous le même toit. D'accord. Voilà. Et donc, on vit sous le même toit également parce que la maison de la maman a dû être vendue. Il est rentré en conflit avec sa sœur, des problèmes juridiques, etc. La maison a été vendue aux enchères, donc du coup, après, ça a été le prétexte entre guillemets pour le prétexte, je sais pas, pour qu'ils vivent réellement à la maison. Le prétexte ou l'occasion? L'occasion, pardon. L'occasion plutôt. Non, je sais pas, Clara. C'est une question que je pose. L'occasion. Vous avez raison. D'accord. L'occasion. Ça a été l'occasion. Et donc, avec les problèmes qu'il a eu dans sa famille, avec sa sœur et les problèmes juridiques et la vente, c'est vrai que pendant une année, il n'était pas bien du tout, il comprenait rien à ce qui lui arrivait. Bon. Et puis, après, l'année d'après, il a complètement changé de comportement avec moi. Quand il a commencé à travailler chez ce monsieur, quand il a connu cette femme qui soi-disant tombée malade, etc., etc. Alors, donc Clara, si vous voulez bien qu'on continue, pour être sûr que je vous suis. Donc vous êtes avec ce monsieur, vous entendez une relation depuis une vingtaine d'années, vous vivez ensemble
sous le même toit depuis plusieurs années. Et donc, là, ça allait bien. Si je comprends bien, ça allait bien. Oui. Et puis lui, donc il a, d'après vous, il s'est un petit peu pris d'affection pour cette dame, là, une employée de son patron. Oui. Et donc, si je comprends bien, parce que vraiment, je tente avec vous de situer l'essentiel du problème. Si je comprends, vous soupçonnez... non, je ne soupçonne pas. Il a une relation avec elle. Vous êtes sûr de ça, vous ? Ah, mais oui. Ah ben oui, puisque je lis les messages, je vois, il a une relation avec elle. Elle ne cesse de lui écrire « je t'aime, tu me manques, je t'aime, tu me manques ». Et j'entends que lui ne répond pas, lui. Non, mais comme avec moi. Comme il dit, lui, il prouve. En tout cas, il dit jamais je t'aime. Si moi je lui dis comme la semaine dernière, est-ce que tu tiens toujours à moi, est-ce que tu m'aimes, est-ce que il va faire comme ça, il va hocher de la tête, mais il va jamais vous dire oui je t'aime. Il va pas dire ces mots-là, mais bien évidemment, pour lui, il n'y a pas besoin de les dire des millions de fois. Vous avez la conviction qu'il entretient une relation. J'ai la preuve. Alors quel genre de preuve avez-vous? J'ai vu des échanges qu'elle a écrits entre eux où elle lui dit, par exemple, le truc le plus horrible, c'est que elle lui a dit il était en déplacement dans le sud de la France. Elle lui écrit je t'appelle, je mets la vidéo. Puis ils ont fait, elle lui a montré son corps. Ils ont fait l'amour par téléphone pour rester polis, etc. Ce qu'on appelait le sex over the phone. Hein. Il y a des années. Voilà. Faire l'amour par téléphone, quoi. D'accord. Ça. Par exemple, lui, avant à la maison, il dormait dénudé. D'un seul coup, il a commencé à garder son caleçon. Là, depuis qu'on s'était engueulé en janvier, etc. Je dis c'est quoi ton histoire? C'est comme ça. Et normal, hein, parce que lui, il aime bien. Je vais parler directement. Il aime bien. S'épiler et le fait qu'il ait recommencé à s'épiler, c'est que c'était pour faire plaisir, vous voyez. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne le faisait plus pour vous, et là manifestement il le refait. Il le faisait plus parce qu'il y avait plus rien entre nous, parce qu'il disait qu'il était fatigué, que blablabla, puis comme on s'engueulait, il y avait plus rien. Et quand il était en déplacement dans le sud, avant de rentrer sur Paris pour etc. J'ai vu le message où il lui a dit oui, ça y est, j'ai tout enlevé, je suis prêt, parce qu'elle lui avait plein d'avances par téléphone. Tu vas voir, quand tu seras là, je te ferai ça, je te ferai ça. Wow, le truc, moi je suis choquée, hein, je suis encore sous le choc de tout ça. Et voilà. Et donc eux, ils se sont vus le vendredi, et nous le dimanche, on a passé une journée amoureux ensemble. Etc. Retour d'affection, il m'a retouché. Alors, Clara, on a refait. Clara, si vous voulez bien, je vous propose qu'on fasse une courte pause, parce qu'on va avoir une petite page là de pause. Et s'il vous plaît, restez en ligne pour qu'on puisse continuer ensemble après, d'accord ? Bien sûr. Ok, donc je vous reprends juste après la courte pause, d'accord ? Bien sûr, millions de merci, bien sûr. Ça fait plaisir. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous retrouvons Clara. Oui. Alors, si je comprends bien, Clara, rebonsoir. Donc, votre compagnon, manifestement, entretient une relation avec une autre dame. Ça s'est dégradé. Et en même temps, dites-moi. Voilà. Et en même temps, depuis son anniversaire, on a repris une relation intime tous les deux. D'accord. Et là, du coup, c'est assez perturbant parce qu'au départ, je pensais que ça y est, son histoire était finie avec l'autre et que c'était moi. Et donc forcément, moi je me suis laissée aller, etc. Et puis après, j'ai redécouvert qu'en fait, il entretient une relation avec moi et avec elle. Et là, du coup, j'ai très mal, encore plus mal. Et en plus, il lui a offert le voyage, etc. Nous, il nous offre un week-end en Normandie pour 4 jours. Il m'envoie un message, pendant qu'il réserve pour l'autre, le voyage pour l'autre, il m'envoie un message de telle date à telle date en 4 jours. Ok, je me dis super, on va aller en Normandie, c'est génial. Là-bas, les premiers jours, il était distant. Je lui ai dit, tu parles pas. Il faisait ses mots croisés, ces trucs. Il dormait. Ouais, je suis fatiguée. J'écoute. Si c'était, t'as qu'à aller te baigner toute seule. J'écoute. Si c'était pour que je sois toute seule, j'aurais pris le train, j'y serais allée. Et puis voilà quoi. Et après, au bout du 3e jour, ça commence. 2e ou 3e jour,
ça allait très bien entre nous. Le jeudi, on a passé une excellente journée. Vendredi, on est rentré vendredi en fin d'après-midi. Et après, hier matin, il est parti en déplacement avec son patron pour des vacances. Et à son retour, parce que cette femme, elle n'arrête pas de lui écrire alors, quand est-ce que tu viens, donc en fait, elle attend qu'il la rejoigne. Et du coup, moi, quand je lui parlais, ça serait bien que dernière semaine d'août, on retourne là-bas. Pour l'instant, on profite d'ici. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Clara, j'entends bien ce qui se passe. Ce que j'aimerais vous entendre me dire, c'est qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe là maintenant, Clara? Voilà. Moi, j'aimerais déjà qu'il n'aille pas là-bas. D'accord. Voilà, j'aimerais que Et alors, pour moi, s'il la rejoint, même s'il y va, soi-disant pour son truc perso, s'il y va, ça veut dire qu'il tient à elle. Et la question, c'est, mon problème, c'est comment on peut. Alors, peut-être que je suis de la vieille école, j'en sais rien moi, ou je suis une femme tout court avec des vrais sentiments et qui suis entière. Comment un homme peut coucher avec l'une et avec l'autre, et est-ce qu'il joue avec moi, est-ce qu'il me manipule, est-ce qu'il joue avec les deux, parce que elle sait pas que j'existe, moi je sais qu'elle existe, mais il ne sait pas que je sais qu'il y a une relation entre eux, et du coup je suis complètement perdue, j'ai une mauvaise image de moi, et je suis perdue parce que malgré tout je tiens à lui, et c'est ça qui est complètement dingue. C'est qu'une autre femme, peut-être qu'elle l'aurait viré, elle lui aurait dit je sais tout, elle lui aurait mis ses affaires à la porte, moi non. Voilà. Alors, est-ce qu'il me manipule? Est-ce qu'il tient toujours à moi? Est-ce qu'il joue? J'entends beaucoup de questions, Clara. Oui. Ces questions, j'imagine que vous voulez poser à vous-même. Est-ce qu'il tient à moi? Est-ce qu'il se moque de moi? Je passe ma journée et mes soirées comme ça, surtout que là qu'il est parti. Du coup, j'ai que ça à penser, quoi. Et je me demande si ces questions, vous lui posez à lui. Non, parce que lui, par exemple, je peux pas lui dire je sais que tu entretiens une relation avec l'autre, parce qu'il va me crier dessus, il va me dire n'importe quoi, t'es folle. Alors ça, vous savez, pardon Clara, je vous arrête, parce que ça, dans mon métier, c'est ce qui s'appelle la lecture de pensée. Oui. Alors que là, vous êtes en train de faire, Clara, les questions et les réponses, en fait. Tout à fait, c'est ça. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon pour la tête. Mais carrément. Et c'est pas bon pour c'est pas bon pour la relation que vous entretenez avec ce monsieur. Donc, Clara, parce que c'est quelqu'un qui ne communique pas. Et la semaine dernière, pardon Clara, je dois vous dire en toute bienveillance, je dois attirer votre attention sur le fait que peut-être ce monsieur ne communique pas. Et j'attire votre attention sur le fait que vous non plus, Clara, vous ne communiquez pas avec lui. Oui, parce que moi, quand j'essaye, il me répond pas. Alors, là, je vous entends me dire que toutes les questions que vous vous posez à son sujet, vous ne les lui posez pas. Je lui dis, par exemple, cet hiver, je lui disais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, tu te fais des films, n'importe quoi, voilà, un truc normal. De toutes les façons, tu te fais des films, etc. Quand je lui dis, là, quand nous étions partis quelques jours, comme ça se passait bien, sauf le premier et deuxième jour, je lui dis, est-ce que tu tiens toujours à moi? Ben oui, bien sûr. Est-ce que ceci? Oui. Il me dit oui. Ou il hoche de la tête. Il dit voilà. Donc moi je me projette. Lui, il faut pas se projeter. C'est chaque jour. Faut vivre au jour le jour. C'est-à-dire comment vous dire, Clara? Encore une fois, les choses telles qu'elles sont. En toute bienveillance. Bien sûr. La communication. Devrait être amélioré dans la mesure où là, tout compte fait, vous lui posez des questions, certes. Je vous propose l'idée que ces questions ne sont pas les bonnes questions, tout à fait. Clara. Sûrement, oui, sûrement. C'est pour ça que je vous appelle, oui. La question, vous êtes au courant de cette relation. Lui ne sait pas que vous savez. Donc à partir de ce moment-là, la communication déjà est biaisée. Mais il sait que j'avais un doute, parce que cet hiver, je lui disais... Oui, j'ai bien noté que vous aviez un doute. Il disait n'importe quoi, tu te fais des films dans la tête. Bien sûr, Clara, depuis le doute,
s'est transformé en conviction. Imaginez que, je ne sais pas, moi imaginez que j'élève un ado, par exemple, d'accord ? Oui. Et je sais que voilà, cet ado, je sais qu'il n'a pas rangé sa chambre, d'accord ? Oui. Mais lui il ne sait pas que je sais qu'il n'a pas rangé sa chambre. Parce que en fait on est loin et voilà, je sais pas, maintenant on peut mettre des caméras de partout. Bon. Et imaginez que je lui dise, alors dis-moi, est-ce que tu as rangé ta chambre ? Oui. Ça, c'est une question qui va le piéger, ce pauvre enfant. Oui, je comprends. Parce que aussi bien vouloir me faire plaisir, dire oui, j'ai rangé, et moi je sais qu'il ne l'a pas rangé. Voyez ? Oui, tout à fait. Et lui, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais aussi bien, il veut pas me décevoir et dit oui, bien sûr, j'ai rangé. Et là, moi, qu'est-ce qui se passe ? Je vais me dire, mais quand même, quelle tristesse. Il est en train de me mentir, sauf que je l'ai poussé à me mentir dans le fond. D'accord. Alors, il me semblerait plus satisfaisant que je lui dise, tu sais, je suis au courant que tu n'as pas rangé ta chambre. Ah bon, mais comment ? Oui, je suis au courant. Écoute. Et ça m'embête parce qu'on s'était mis d'accord quand même pour que tu la ranges. Vous voyez, et là, on aborde quand même le vrai sujet. Voilà, on aborde le vrai sujet. Quand même qu'il range sa chambre. Par exemple, cet hiver, je suis d'accord. J'ai compris la nuance que vous voulez faire. J'ai vraiment compris. Vraiment, c'est bien imagé et c'est excellent. Mais avec lui, cet hiver, quand je lui disais, je te connais, je suis sûre, comme tu es toujours à vouloir aider tout le monde, je suis sûre que tu vas l'emmener voir le monsieur un tel là-bas, Il me disait non. Et je lui dis, mais je te connais, je suis sûre que tu vas le faire. Et bien, quand ça s'est présenté, bien évidemment, il me l'a pas dit. Après, j'étais pas en état de lui dire, je sais que, mais par moment, comme je sais qu'il téléphone, qu'elle lui téléphone, et ben je lui dis, tiens, ça y est, il est 19h50, c'est l'heure. Voilà. Sous-entendu, je sais que c'est elle qui est en train de t'appeler. Et ben ça l'énervait. Voilà. Bien sûr. Du coup, maintenant, il éteint le téléphone le soir. C'est-à-dire ce que je vous propose comme technique, Clara, parce que là, on est en train d'évoquer une situation d'une crise dans votre couple, en réalité. Oui. C'est une épreuve que votre couple traverse. Quand je vous entends, j'entends que vous avez des sentiments encore pour ce monsieur et que vous avez envie de guérir votre couple. De traverser cette épreuve. Oui. Et une condition qui est essentielle pour traverser cette épreuve correctement, c'est de rétablir une bonne communication entre vous. D'autant je suis d'accord avec vous, sauf que lui n'a jamais été un communicant. Alors, donc c'est pourquoi vous avez... Pour lui, il le dit une fois, ça suffit. Bien sûr. Il n'y a pas besoin. C'est pourquoi vous avez la lourde charge, Clara. Si lui a du mal à bien communiquer, vous avez la lourde charge de communiquer, je dirais, deux fois mieux que lui. Et parmi les différentes règles qu'on peut trouver sur une communication de qualité, il y a cette règle importante que la communication soit authentique. Transparente. Mais comme lui, il savait qu'il était en faute, et ben quand il me parlait, c'était pour me crier dessus. Moi, j'arrive, je lui parle gentiment, comme je vous parle là, et le fait que je sois gentille, mais des fois, ça l'énervait, il s'énervait sur moi. Qu'est-ce qui se passe ? Justement, je te parle gentiment. Et puis voilà. Et du coup, par rapport à cette femme, des fois, je lui dis, je sais qu'elle t'appelle, je sais qu'une fois que tu sors de la maison, tu l'appelles, etc. De toute façon, vous travaillez ensemble, vous voyez. Mais pour lui, c'est moi qui me fais des films, n'importe quoi, etc. Alors qu'il fait tout en cachette. Oui, de la même façon que il reconnaîtra jamais. Et si je lui mets la... Oui, dites-moi. Bon, je dis, une fois, il était descendu, il me dit, oui, je vais à la boulangerie, je reviens. Sauf que moi, je suis sortie parce qu'il fallait que j'aille travailler. Il pensait que j'étais déjà partie, je le coince, entre guillemets, je le croise, dans le hall de l'immeuble, il était en train de parler avec elle au téléphone. Et je l'entends. Et là, je le regarde, je croise les bras, je dis, non, mais vraiment. Et je dis, ok, super, je sais plus ce que j'ai dit exactement. Et il voulait pas m'affronter, il voulait pas affronter mon regard. Et je l'ai retenu dans l'ascenseur. Il est sorti de l'ascenseur, il a baissé la tête comme un gamin, il a pris les marches, il est allé à l'appartement. Moi, il fallait que j'aille travailler. Le soir, il a baissé la tête comme un gamin. Là, cette semaine, on a vu un de ses potes à lui qui travaille aussi beaucoup et qui me dit, écoute, Clara, nanana, tu sais, le boulot, c'est pas toujours facile dans nos trucs, etc., etc. Et il me dit, mais ne me dis pas que tu t'es imaginé qu'il avait une double vie. Je lui dis, si. Je lui dis devant Philippe,
devant mon ami. Hein. Bien sûr. Je lui ai dit, si, cet hiver, je lui ai dit, je suis sûre qu'il a une double vie, parce que ce pauvre garçon, lui, sa femme l'a trahi, et puis en plus, elle est partie avec son nouveau mec. Donc voilà. Moi, aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'il joue avec moi, ou est-ce qu'il tient toujours à moi, ou est-ce qu'il est tombé amoureux de cette femme, encore une fois, Clara, voilà. Je vous propose qu'on suspende notre échange là-dessus. Encore une fois, je vous entends faire les questions et les réponses. Donc ça n'est pas satisfaisant. Et je vous entends formuler des reproches qui me semblent assez justifiés vis-à-vis de ce monsieur. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que vous pourriez vous amuser finalement à vous faire les mêmes reproches en réalité. Quand je vous entends dénoncer une posture un peu enfantine de son côté, quand il est pris en faute, il baisse la tête, je vous propose l'idée que une personne qui consulte en cachette des mails, des textos. C'est un petit peu enfantin. Encore une fois, il n'est pas question de faire un jugement, juste de effectivement remarquer qu'on est. Moi, ça m'amuse pas de faire ça non plus. Attention. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une communication d'adulte à adulte entre vous. Et ce que je vous souhaite, Clara, c'est parce qu'il me culpabilisait et il me disait que j'étais folle. Donc du coup, je me suis dit mais non, j'analyse bien quand même. Ce que je vous souhaite, Clara, c'est de réussir à rétablir une communication d'adulte à adulte ensemble. Communication d'adulte à adulte, ça veut dire réussir à formuler des demandes claires. Par exemple, voilà, quand je vous entends dire j'aimerais qu'il n'aille pas voir cette dame, le lui dire. Ça veut dire aussi effectivement faire suffisamment confiance à l'autre pour lui dire quelles sont les informations qu'on a en sa possession, pour justement aborder réellement les problèmes. Là, j'ai le sentiment tout à fait personnel d'une Clara qui aimerait faire comme si finalement tout ça n'existait pas, faire comme si tout ça n'avait jamais existé, et qui pose des questions dans un élan sans doute sincère. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu tiens à moi? Peut-être pour rassurer, pour calmer des angoisses. Toutefois, ça ne marche pas. La communication n'est pas suffisamment de qualité. Donc vraiment, je vous souhaite, Clara, de réussir en douceur à vous respecter suffisamment pour lui formuler vos vraies demandes et pour lui parler d'adulte à adulte. D'accord, mais est-ce que, d'après vous, il tient toujours à moi ou est-ce qu'il est tombé amoureux de cette femme et qu'il va me lâcher à un moment donné? La meilleure façon de le savoir, c'est de lui en parler comme une adulte, Clara. Oui, mais vous savez, monsieur, si pourtant il a 15 ans de plus que moi, s'il me parlait, si quand je lui parle normalement, adulte, etc., et qui me répondait, je ne serais pas dans cet état-là, je ne serais pas là à faire des questions et réponses, et je ne serais pas là à téléphoner. C'est parce que je suis face à un homme qui est dans le mutisme et qui ne parle pas et qui est dans le déni, etc. Et moi, je veux juste décoder son comportement. Je vous souhaite que ça s'arrange, Clara. Est-ce que pour lui, c'est fini avec moi, même si on a repris une intimité ou pas? C'est ça, d'après vous? Il n'y a que lui qui puisse vous répondre, il n'y a que vous deux qui puissiez échanger sereinement dans la sincérité et la vérité sur ce sujet. Ouais, donc le fait qu'on ait repris une vie intime, ça ne veut rien dire alors? C'est ce que vous entendez, ça n'est pas ce qui est sorti de ma bouche. Je vous pose la question. La seule façon d'avoir des réponses, Clara, c'est s'adresser à la bonne personne. Et ça, quand j'entends il ne les donnera jamais ces réponses, ce sont vos angoisses qui parlent. C'est-à-dire que vous ne lui laissez pas la place, vous ne lui laissez pas la place de vous parler, puisque vous répondez à sa place. Je vous souhaite vraiment que ça s'arrange, Clara, sincèrement, de tout mon cœur. Ouais, de résultat, je me retrouve. Je m'attendais pas à ça. Mais n'hésitez pas à nous rappeler pour dire comment ça a évolué. Non, parce que moi je vous dis, il me parlera jamais. C'est pour ça que je suis en détresse. Si je serais pas là, comme ça à essayer de le décoder, de comprendre son comportement et de me dire pourquoi il reprend une vie intime avec moi. Clara, voilà, donc si Clara, comprenez. Je suis. Clara, comprenez, Clara, que je vous entends parler de ce monsieur comme d'un objet. J'essaye de décoder son comportement comme finalement un éthologue ou un zoologue pourrait essayer de comprendre le comportement de la faune sauvage. Or, là, vous parlez de votre compagnon, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui est doué de parole. Donc même si la communication est difficile avec lui, eh bien,
Pardon, monsieur. Vous pouvez, voilà, même si c'est Pardon, difficile. Monsieur. Tous les gens qui l'entourent, qui le connaissent et qui me connaissent, ils me disent, et rien à voir avec notre situation de couple, ils me disent tous que c'est quelqu'un qui est secret. Ils me disent, oui, secret, il parle pas. Et c'est vrai, il est secret, il ne parle pas. Et quand vous essayez de lui parler, il parle pas. Sinon, je ne serais pas dans cet état-là. Je ne serais pas là comme une folle dingue. Tout le monde m'entend comme ça. C'est parce que il ne parle pas. Donc, j'essaye de décoder son comportement. Pendant des mois, il n'y a plus rien entre nous. Et puis, d'un seul coup, ça reprend entre nous. Mais en même temps, je découvre qu'il continue avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Il offre des vacances à l'autre et moi, il m'emmène. Et après, il risque d'aller la rejoindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis pour lui? Qu'est-ce que je suis devenue pour lui? Je vous souhaite de réussir à lui en parler, Clara. Vraiment, de tout mon cœur. Ouais, bon, ça sera jamais le cas. Je vais devoir vous laisser. Il y a d'autres appels. Je regrette. Je dois prendre les autres auditeurs. Bien sûr, mais ça sera jamais le cas parce que je pourrais jamais lui parler. Sinon, j'aurais pas appelé. Donc, vous savez, dans mon métier, on apprend à se méfier des toujours et des jamais. Hein. Bien sûr, mais malheureusement, bon, tant pis pour moi. Je resterai avec mes questions et mes réponses. Ok. Merci pour votre appel, Clara. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. La libre antenne sur Europe 1, Jean Dorido. Et nous poursuivons cette libre antenne. Vous appelez Benjamin et Thomas au 39 21. Nous allons prendre bientôt Liliane en ligne. Juste quelques réactions par SMS sur cet échange avec Clara. Il y a bien sûr beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui incitent Clara effectivement à parler frontalement avec ce monsieur, avec son compagnon, et ensuite bon voilà, chacun qui réagit avec sa sensibilité, certains qui disent qu'il faut le quitter, d'autres qui disent qu'il faut donner une chance à son couple. Bien sûr, là c'est vraiment voilà Clara qui décidera en son âme et conscience. Et puis Valérie aussi qui dit que d'après elle, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont tellement secrets que c'est vraiment très très difficile de savoir. Maintenant voilà ce qui ressort le plus, hein, et je vous remercie d'ailleurs pour toutes ces réactions au 7 39 21. Commencez bien vos messages par le mot nuit. Ce qui ressort, hein, c'est qu'effectivement, voilà, le mieux, c'est de parler, de parler à ce monsieur et de lui dire les choses. Nous reprenons cette émission, la libre antenne, avec Liliane. Bonsoir Liliane. Bonsoir. Comment allez-vous Liliane? Pas très très bien. Pas très très bien. Non. Que se passe-t-il? C'est dû à une rupture que, je me sens vraiment trahie, déboussolée. Et je voulais en savoir plus parce que bon, moi je pense que c'est une relation, avec un pervers narcissique. Après, je sais pas trop. C'est pour ça que je suis un peu, je suis un peu embrouillée en fait. Donc, qu'est-ce que c'était que cette relation? Alors dites-moi. Comment ça a commencé? Comment ça a fini? Comment ça a commencé? On s'est rencontrés via un site de rencontre en août 2017. D'accord. Durant les 3 mois, c'était vraiment parfait. Ok. Et au mois de décembre, plus de nouvelles. Je sais même pas pourquoi. D'accord. Et après, en janvier, j'apprends qu'il est marié, qu'il a 2 enfants. J'étais vraiment secouée. Oui. Parce que je ne m'attendais pas du tout. Enfin, il m'a dit des trucs, oui, je veux te faire des enfants, je me marie avec toi. Oui. Je suis célibataire depuis 3 ans. Enfin, oui, je suis célibataire. Enfin, j'habite avec ma mère et ma sœur, donc c'est pour ça que tu peux pas venir chez moi. Enfin, c'était, voilà quoi. Et moi, j'ai pas tout compris. Au début, c'est vrai que j'ai hésité parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui me faisait hésiter, mais je dis je vais pas non plus mettre des barrières. On essaye et puis après on verra. Et après, quand on s'est vu au mois de janvier, je lui ai dit que c'était pas normal ce qu'il avait fait, qu'il aurait pu me dire la vérité dès le début, comme quoi il était marié, qu'il avait des enfants. Il m'a dit, écoute, je savais pas trop comment t'allais le prendre. Un homme avec 2 enfants, c'est difficile à accepter. Je dis oui, mais moi tu m'aurais dit ça dès le début. Déjà, moi au moins j'étais fixée.
pas quand on atteint la relation, puis bim, j'ai plus de nouvelles au mois de décembre, janvier tu viens, enfin, j'apprends ça sur Internet, enfin, c'est complètement débile, quoi. C'est sur Internet Et que bon. vous avez appris son statut d'homme marié. Oui, voilà, par hasard, j'ai cliqué sur un lien et j'ai vu la photo du mariage et je l'ai vu lui. Donc, c'était, quand j'y repense, je me dis, c'était vraiment, enfin, bon, bref. Après, s'ensuit des je t'aime, moi non plus, des je te vois pas, des je t'appelle pas. Et puis moi, j'en avais marre de cette situation. Et en fait, je me sentais vraiment droguée, en fait. D'accord. Droguée, comme si quand il me disait oui, on se voit, je courais tout de suite, je lâchais tout ce que j'avais à faire pour aller le rejoindre. Enfin, c'était vraiment ça, quoi. Et après, on a eu une grosse dispute fin mars, parce que je suis allée chez lui, j'avais pas de nouvelles. Je suis allée chez lui et là, il m'a dit qu'il avait des gros soucis financiers, qu'il n'arrivait pas à payer une voiture de location parce qu'il avait fait un accident avec sa voiture. Vous êtes allé chez lui, donc vous avez rencontré sa femme et ses enfants. Sa femme et ses enfants, oui, à la sortie de l'école. Donc, j'ai fait exprès. D'accord. Franchement, je l'ai fait exprès. Parce que je me suis dit, il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a. D'accord. Et là, il m'a dit, tu oses te pointer chez moi, t'as pas honte. Et moi, de retour, je lui ai dit, mais toi, t'as pas honte déjà de me mettre dans une situation pareille? Bonne question, oui. Bah oui, j'ai pas eu de réponse. Enfin, j'ai eu des vagues, du flou, t'aurais pu attendre que je t'appelle. Je dis, non, moi, je suis dans une relation, faut qu'on se voie souvent. Puis c'est vrai que moi, je lui ai dit que du fait qu'il était marié, ce qu'il m'a dit, c'est que avec sa femme, il y avait plus de relation, il y avait plus rien. Il y avait plus d'amour, il y avait plus rien, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis accrochée à lui. Et qu'il allait divorcer, mais qu'il attendait le bon moment. C'est ça qu'il m'avait dit. Mais entre-temps, on se voyait, et puis... Mais c'est vrai que je me suis laissée vraiment téléguider, j'ai l'impression. Hein. Franchement... C'est votre sentiment aujourd'hui. Depuis quand la relation est terminée, Liliane? On a signé le 4 juillet parce que comme je lui avais prêté de l'argent... vous avez fini par lui prêter de l'argent, alors? Ouais, je lui ai prêté de l'argent à 2 reprises. La première fois... Qu'il vous a rendu, donc? La première fois, je lui ai donné. Donc, d'accord. C'était pour qu'il aille à son boulot. Donc pour moi, c'est important qu'il aille à son boulot. Et la deuxième fois, je lui ai fait une reconnaissance de dette qu'il n'a pas du tout aimée. Il m'a dit, tu me fais pas confiance. Je lui ai dit, non, je te fais pas confiance, on se connaît pas. Avec tout ce que tu m'as fait, non, moi, je te fais pas confiance. Et là, j'ai vu son visage, il se retenait, il se contenait. Et je voyais qu'il voulait m'engueuler, quoi, qu'il allait crier, mais il s'est contenu. Il m'a fait la reconnaissance de dette. Et de là, j'ai plus de nouvelles. Téléphone bloqué, pas d'appel, rien. Il a bloqué votre numéro de téléphone, c'est ça? Ouais. Et quand je lui ai prêté justement la somme d'argent et je lui ai fait faire la reconnaissance des dettes, c'était le 29 mai 2018. D'accord. Et donc vous vous êtes quitté le 4 juillet, c'est ça? C'est ça. Et en fait, vu que j'avais pas de nouvelles, je suis allée à son boulot. D'accord. Et à son travail, j'ai fait un scandale. Je lui dis, tu me rends mon argent, t'as pas honte, j'ai tout déballé, de toute façon, ta voiture, t'es pas propriétaire de ta voiture, t'as les huissiers aux fesses, tu peux pas payer tes trucs, tes enfants, tu les nourris pas, j'ai tout déballé, quoi. Tout. Il a pas aimé, il est descendu, on a pris sa voiture, on a été à sa banque, il m'a rendu l'argent, et puis là, il m'a dit, là, c'est terminé. Et cette histoire a daté du 19 juin. Et alors, après, on s'est revu. Si vous voulez bien, Liliane, parce qu'on approche en douceur de minuit. Donc, si vous voulez bien, je vous propose qu'on fasse une courte pause pendant les informations et on se retrouve après le flash. D'accord? Très bien. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Restez bien en ligne, Liliane. Il accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1.
poursuivons cette libre antenne ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Vous appelez Benjamin et Thomas au 39 21 et bien sûr, vous réagissez, conseillez par SMS en envoyant vos messages au 7 39 21 en commençant vos textos par le mot nuit. Nous retrouvons Liliane au téléphone. Vous êtes toujours là, Liliane ? Oui. Alors, si je comprends bien, donc vous aviez rencontré un homme sur un site de rencontre en août 2017. Il y a eu 3 mois super. Et puis, au mois de décembre, finalement, plus de son, plus d'image, ce qu'on appelle un peu le ghosting depuis quelque temps, ces personnes qui disparaissent complètement. Et puis, vous l'avez revu en janvier, et là, vous avez appris en fait sur Internet que ce monsieur était marié et avait 2 enfants avec son épouse. Et puis, vous avez malgré tout accepté de reprendre contact. Ce monsieur vous a emprunté de l'argent. Et puis, le 4 juillet, la relation a cessé. Qui a mis fin à cette relation et comment, Liliane ? En fait, vu qu'il me devait de l'argent, comme je vous ai dit, je suis allée à son travail. Et de là, j'ai complètement explosé à son travail. Il m'avait dit qu'il avait une réunion le 19 juin. J'y ai été. Et en fait, moi, je voulais récupérer absolument mon argent parce que je trouvais qu'il jouait trop avec moi. Et parce que je l'avais vu le 14 juin par hasard. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me fuis ? Il me dit, non, je te fuis pas. Mais je voyais que quand il parlait, c'était des mensonges, en fait. Je le voyais, je le sentais. J'ai dit, ouais, mais alors quand c'est qu'on se voit ? Il me dit, le 18 juin, on se voit. Le 18 juin, j'ai pas eu d'appel, il m'a bloqué. J'ai dit, le lendemain, moi, j'y vais. Et j'y suis allée, et là, j'ai fait scandale. Il m'a envoyé des textos, t'es obligé de venir à mon boulot, je sais que t'es à mon boulot. De toute façon, on va pas pouvoir se voir aujourd'hui. Et là, j'ai complètement... Je suis devenue une furie. J'ai tout crié. Tout le monde était à la fenêtre, en train de me regarder, en train de tout déballer quoi sur la relation. Voilà. Et lui, il n'a pas aimé. Il est ressorti, mais vraiment en colère quoi. Je l'ai jamais vu comme ça. Et de là, il a pris sa voiture. On est monté dans sa voiture parce que je voulais pas descendre de sa voiture. Je lui ai dit, tu me rends mon argent. Moi, je veux mon argent. Et de là, on est parti à sa banque, il a retiré les 300 €, il m'a filmé, il a fait comme ce que moi je lui avais fait. Il a dit, ouais, de toute façon, tu vas me signer le papier, je vais te filmer, maintenant, tu as les 300 €, maintenant, terminé. Et ensuite, il a voulu une explication du fait de mon comportement le 22 juin. On s'est expliqué pendant 2 heures. Mais pendant 2 heures, il m'a absolument dit que c'était pas terminé, qu'il lui fallait du temps, patati patata. Il m'a bien vendu son speech, quoi, on va dire. Et en fait, on s'est pas revus jusqu'au 19 juillet. Il m'a envoyé un texto le 4 juillet. Il me dit, écoute, j'arrête la relation. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai pas envie d'arrêter. Je suis trop amoureuse, patati patata. Et en fait, on s'est revus le 19 juillet et le 25, et depuis le 25, j'ai pas de nouvelles. Donc, je suis embrouillée dans mes explications. J'ai regardé sur Internet ce que voulait dire une relation toxique, et c'était exactement ce que je vivais, en fait. C'est exactement ça. Alors, là, Oui. Et malgré ce que je lis, ce que je vois, j'ai tout le temps envie de lui, quoi. J'ai l'impression que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression d'être droguée. Quand il m'appelle pas, j'ai une furieuse envie de l'appeler. Alors, vous, Liliane, quel âge avez-vous, rappelez-moi ? 30 ans. Vous avez 30 ans. Et alors, lui aussi, il a 30 ans. Lui, il a 30 ans, comme vous, d'accord. Et alors, quelle a été votre vie sentimentale avant cette rencontre ? J'ai eu une vie sentimentale de, on va dire 4 ans, mais c'était vraiment avec un alcoolique, et il était en froid avec ses parents. Vous avez eu une relation avec un alcoolique, c'est ça ? Oui, il était très froid, il avait 10 ans de plus que moi. Combien de temps a duré cette relation ? 4 ans. 4 ans, d'accord. C'était votre relation peut-être la plus importante ? Oui, c'était la plus importante, oui. D'accord. Mais il avait pas, moi je l'aimais pas.
Et comment, je vais dire que c'est une relation de substitution parce que, j'étais seule et je voulais pas être seule. Et il y avait plein de choses comme j'avais fugué de chez mes parents, je savais pas où aller. Quel âge aviez-vous à cette époque-là? J'avais aux alentours de 17 ans. Qu'est-ce qui avait motivé cette fugue? Mon père était trop pressant sur moi. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas te marier, tu vas faire ça. Enfin, c'était trop. D'accord. Et je suis partie. Donc vous avez rencontré un garçon qui avait 27 ans à l'époque, c'est ça, 10 ans de plus? Oui. Et qui buvait? Oui, il buvait beaucoup. Il fumait beaucoup, il droguait beaucoup, il travaillait pas. Moi je travaillais, lui il travaillait pas, et il était en froid avec ses parents, il avait des comptes à régler avec Vous, avec à son cette père. époque-là, vous aviez un travail et pas lui, donc vous viviez tous les deux sur vos revenus déjà? Ouais. D'accord. Sous son toit, mais sur mes revenus à moi, oui. D'accord. Et donc ça a duré 4 ans jusqu'à vos 21 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé après, entre 21 et 30 ans? Après, je suis revenue chez mes parents parce qu'ils me manquaient. Bien oui, bien sûr. Et que je les manquais. Puis, mais après, non, j'ai pas eu de vraie histoire après. Pas eu de vraie histoire. D'accord, c'est votre deuxième vraie grosse histoire. Et là, vous avez le sentiment, si je comprends bien, que c'est la première fois, en fin de compte, que vous êtes vraiment amoureuse d'un homme. Oui. C'est ça, ouais. C'est vraiment ça. Et si je comprends bien, Liliane, vous aimeriez en fin de compte que cette histoire reprenne, avec son oui. Et dans le fond, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose pour vous? Non, je vois que non. Je pense un peu comme vous. Je le sais parce que j'ai vu vraiment le cas d'une relation toxique et j'ai vu les exemples, j'ai tout vu, j'ai tout lu. Oui. Et ça me fait dire que non, mais le cœur me dit oui, mais la raison me dit non, quoi. C'est ça le truc, c'est un dilemme sans fond, quoi, que j'ai. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un dilemme, puisque manifestement vous faites une bonne analyse de ce qui se passe, une bonne analyse de la situation. Je crois que vous avez déjà appelé la libre antenne, n'est-ce pas? Oui, j'ai déjà appelé. Oui, j'avais dit à Benjamin. Oui. Et qu'est-ce que vous avez retenu de votre j'ai pas entendu en fait. Vous n'avez pas entendu. Parce que c'était. J'étais encore dans le flou. D'accord. Et là, c'est un peu plus dissipé en fait. Et qu'aimeriez-vous, j'ai tout compris. Idéalement, parce que là, j'ai le sentiment d'une Liliane qui est assez claire quand même, qui voit bien que cette relation lui fait du mal quand même. Ça me fait du mal et j'ai l'impression que c'est cette impression-là que j'ai pas. Je me suis fait couper l'herbe sur le pied en fait. J'aurais voulu peut-être poursuivre la relation pour voir si vraiment c'était ça, quoi. Moi, ce que je vous propose comme façon de voir les choses, Liliane, parce que vous savez bien que là, j'échange avec vous. La vérité, c'est un concept. La vérité, ça n'existe pas. Chacun possède sa propre vérité. Ça, c'est important. On apprend ça en psychologie. Vous savez, il y a ce conte oriental, vous savez, de personnes non-voyantes qui touchent un éléphant. Et donc il y en a une qui touche la trompe, qui dit c'est une liane, et puis une autre personne qui touche la jambe, qui dit non, c'est un arbre. Bon, et puis il y a une personne qui touche le ventre, qui dit non, c'est un rocher. Et finalement, toutes ces personnes non voyantes, elles ont raison. En réalité, elles sont dans leur vérité. Sauf que la vérité, c'est que c'est un éléphant qu'elles sont en train de toucher. Voilà. Nous, on le sait, parce qu'on voit le dessin, mais en réalité, nous sommes tous un peu atteints de cécité dans nos existences. Et la vérité n'existe pas. On ne peut qu'envisager des formes de vérité et tâcher de s'approprier celle qui nous convient le mieux. Alors, un regard que je vous propose sur la situation, c'est, j'ai le sentiment, quand je vous entends, que vous avez fait une bonne analyse de ce qui se passe, que vous sentez bien. J'étais voir un psy, oui. En plus, je pense que vous avez fait vraiment, vous avez bien fait. Et je vous souhaite de continuer. Parce que je devenais. Vous deveniez folle un petit peu, je pense. J'entends bien parler de. J'ai entendu le mot drogue. Vous vous sentiez complètement un peu junkie à cette relation. Bien sûr. Et donc, je me rendais pas compte de ça en fait. Non, bien sûr. Là maintenant que je m'en rends compte. Là, c'est très bien, je pense, pour vous, parce que vous êtes de plus en plus lucide justement. Et là, une façon de voir les choses que je soumets à votre esprit critique et puis à l'esprit critique des personnes qui nous écoutent, qui réagissent, c'est que en réalité.
moi, je vous souhaite de vous respecter dans vos prochaines relations. Là, c'est vrai que cette relation a démarré quand même sur un mensonge. Ce monsieur... Sur plusieurs mensonges. Sur plusieurs mensonges, notamment sa situation. Il vous disait qu'il était célibataire, c'était pas vrai. Donc après, chacun en connaissance de cause, si vous voulez réagir en adulte. Là, simplement, voilà, ce monsieur, il a biaisé la réalité. Donc ce n'est pas très respectueux, me semble-t-il, pour vous. Et je vous souhaite de vous respecter. Et puis, il y a quelque chose, manifestement, avec l'argent. Ça, vous avez vu cette première relation, c'était vous qui, finalement, nourrissiez le foyer, si j'ose dire, avec ce monsieur de 27 ans qui buvait. Là, vous rencontrez ce monsieur, finalement vous lui prêtez de l'argent aussi, et je vous souhaite de ne plus payer pour dans les relations, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir recours à l'argent pour que quelqu'un vous aime. Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez d'être aimé comme chacun d'entre nous sur cette terre, sans qu'il y ait de questions d'argent. Donc ça peut être aussi un travail à faire de votre côté, comment vous situez l'argent, et puis de vous respecter davantage, parce que c'est vrai que là, ce monsieur, manifestement, en tout cas cette relation ne vous respectait pas. Parce que elle s'est construite quand même sur un mensonge, vous n'aviez pas toute la vérité, ça n'est pas très satisfaisant. Puis en plus, j'ai eu ça par coupure, et c'est vrai que moi, je lui offrais plusieurs choses, plusieurs cadeaux, et c'est vrai que moi, en retour... C'était à sens unique. À part les sorties, à part les sorties, c'était qu'à sens unique. C'est-à-dire que si on regarde votre image, Liliane, de la drogue, là, vous êtes un petit peu en phase de sevrage. Oui, c'est ça. Donc je vous souhaite de réussir votre sevrage, d'accord ? D'accord. Et n'hésitez pas à donner des nouvelles. Vous êtes bienvenue, évidemment. Merci, je vous remercie. Merci Liliane. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous poursuivons cette libre antenne en direct jusqu'à 1h du matin. Et c'est Christine qui nous a appelé au 39 21. Bonsoir Christine. Bonsoir Jean. Comment allez-vous ? Ça va, je vous remercie. Ça fait plaisir. J'avais voulu témoigner la semaine dernière au sujet d'une femme qui vivait avec un homme qui était en situation difficile vis-à- -vis de ses affaires, et que ce monsieur ne s'investissait pas dans leur relation, qu'il travaillait énormément, et cette femme condamnait ce monsieur. Enfin, condamnait, voilà. D'accord, oui. Et j'aurais voulu lui dire à cette dame que il fallait peut-être pas le condamner, parce que ce monsieur, effectivement, était en grosse difficulté matérielle déjà, et je pense qu'un homme d'une 50aine d'années qui se trouve en difficulté matérielle, il peut pas s'investir dans une autre relation. C'est compliqué, ouais. Cet homme essayait de sauver son entreprise, même si apparemment il n'y arrivait pas, et que oui, cet homme se murait dans un silence, mais parce qu'il essayait le peu d'énergie qu'il avait, il essayait de sauver son entreprise, quoi. C'est ça. Vous parlez de Sophie, c'est ça, qui est passée avec Sabrina lundi, je crois. Voilà. Et sa réaction m'a fait très mal. Voilà. Parce que moi, je me suis trouvée... parce qu'on fait toujours un peu référence à soi dans ces cas-là. Mon mari s'est suicidé il y a 25 ans. Et il s'est suicidé gentiment, tout doucement, sans faire de bruit. Parce que nos affaires allaient mal. Et mon mari est mort en l'espace d'1 mois. C'était il y a 25 ans, c'est ça ? C'était il y a 25 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui, Christine ? Je vais avoir 70 ans. D'accord. Voilà, donc je me suis retrouvée veuve très, très jeune. Très jeune, oui. Avec une fille de 13 ans. Les autres étaient déjà indépendantes. J'ai 4 enfants. Et je peux dire que je sais toute la souffrance que mon mari a eue. Et je n'ai rien pu faire. Je n'ai rien pu faire. Et voilà. Et je trouve que... Oui, il a tout fait pour... Oui, voilà. Il a essayé de se battre aussi jusqu'au bout. Et je pense que... moi, j'ai pas été à la hauteur de comprendre ce qu'il vivait. Voilà. Je me battais pour la même chose que lui, mais pas de la même façon, certainement.
parce qu'on a des chemins de vie parallèles en définitive, hein, même s'ils sont communs, puisque nous travaillons dans la même entreprise, mon mari et moi. Je vous entends dire pas à la hauteur, Christine. Ça veut dire que vous vous jugez, c'est ça? Oh oui, oui. Mais bah oui, mon mari est parti. Mon mari a emporté une partie de moi. Depuis 25 ans, je ne vis pas. Je vis, mais voilà. Très tristement, si vous voulez. En étant très digne, mais voilà, amputé d'une partie de moi et qui ne reviendra jamais. Le chagrin est toujours là, c'est ça? Pas le chagrin, plutôt l'amputation de ma personne. Mon mari a emporté une partie de moi. Je pense à la partie où je ne me sentais pas justement à sa hauteur dans ses difficultés. Et quand c'est arrivé il y a 25 ans, vous êtes-vous fait accompagner, aider par un psychologue, un psychothérapeute? Non, je l'ai fait après. Hein. D'accord, vous l'avez fait après. Non, sur le moment, je devais continuer à travailler. Vous avez fait face, oui, bien sûr. Ouais. Élever ma fille, moi je me suis battue pour d'autres choses. J'ai échoué aussi à sauver l'entreprise. Mais bon, je me suis battue pour ma fille. Mais par contre, je me suis fait accompagner depuis. Hein, mais je pense que c'est pour ça que maintenant je peux en parler sereinement. Bien sûr. Quel âge aviez-vous quand vous avez démarré ce travail personnel? Il y a 5 ans. D'accord, vous aviez 65 ans. C'était 20 ans après le décès de votre époux. Hein, d'accord. Oui, parce que il y a des choses que j'ai tues. Il y a des choses que j'ai tues dont je ne pouvais pas parler. Et aujourd'hui, vous réussissez à libérer votre propre parole? Oui, plus facilement. Plus facilement. Et alors, vous vous jugez toujours, hein, vous émettez un jugement sévère sur vous. Hein. Extrêmement. Extrêmement sévère. Hein. C'est ce que la psychologue que j'ai vue m'a reproché le plus. Pour une fois, vous avez deux psys qui disent la même chose, c'est quand même bon signe. Hein. C'est suffisamment rare pour être souligné. C'est le signe de la Vierge, tu veux, un peu ça, qui est quand même très... Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai un très mauvais jugement de moi. À tout niveau. Hein. À tout niveau, hein. Que ce soit l'éducation de mes enfants. D'accord. Voilà. J'ai toujours ce sentiment d'être inférieur. Mais qui m'a été donné par ma mère. Ah oui, ça, j'allais dire, oui, en général, ça s'invente pas. Hein. On le récupère généralement de quelqu'un. Oui, ça. Voilà. Voilà. Si vous dites, moi, je suis née, ma maman m'a abandonnée pendant 18 mois. Elle vous a confié à qui? À ma grand-mère. D'accord. Elle m'a récupérée. Elle n'a jamais été vraiment une mère. Elle n'a pas le sentiment maternel. Voilà, je vais dire. Et vous savez si vous étiez un enfant désiré, comme on dit, ou pas? Mais alors. Je vous pose la question, Christine, parce que vous êtes née avant la contraception, hein, si vous avez 70 ans. Hein, et c'est vrai que j'ai rencontré bien des personnes qui effectivement avaient été élevées par des parents, notamment des mamans qui avaient subi leur grossesse finalement. Hein. Tout à fait. De toute façon, maman s'est fait avorter après moi plusieurs fois. D'accord. Et avant la légalisation, bien sûr. Avant la légalisation, et pour ma mère, l'enfant était accessoire. C'est ça. Et elle a continué son travail de sape, continuellement, et à l'âge, entre 14-15 ans, maman m'a pris entre les 4 yeux, puis elle me dit, écoute, là maintenant, il faut que tu te rendes à une évidence, tu es trop con pour apprendre quelque chose à l'école, donc demain matin, tu viens travailler avec nous. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, ce manque de confiance, je le traîne. C'est-à-dire qu'il faut s'en remettre, hein, c'est sûr. Hein. Vraiment, je le dis avec beaucoup de tendresse, hein, Christine. Hein, c'est sûr que... encore une fois, sur cette antenne... Et comme dans n'importe quel cabinet de psychothérapie, on n'est pas là pour juger qui que ce soit.
bah, donc pas, votre maman était d'une autre génération, sans doute elle-même avait été élevée à la dure, comme on disait à cette époque-là. Oui, bah, à l'époque, oui, parce Donc que il n'est pas pendant la guerre. voilà. Donc il n'est pas question de distribuer des bons points, des mauvais points. En plus, les absents ont toujours tort. Donc voilà. Simplement, évidemment, enfin, si on essaye de faire preuve d'un peu d'empathie vis-à-vis de vous, c'est sûr qu'il faut s'en remettre, de s'entendre dire à 14 ou 15 ans, tu es trop con pour... si c'est bien ce que j'ai compris, tu es trop con pour apprendre quelque chose à l'école, donc tu vas venir travailler avec nous. C'est sûr qu'il faut guérir de ça, c'est pas si simple. Voilà, et le lendemain, j'étais au travail. Bah oui, parce que oui, on peut rappeler pour les plus jeunes, des personnes qui nous écoutent, que même à cette époque-là, je crois qu'il y a des enfants qui travaillaient encore, même dès 12 ans. Oui, moi j'ai commencé à travailler plus tôt parce que je travaillais pendant les vacances scolaires. Ouais, c'est ça. Mais par contre, je peux vous dire, Jean, que je n'ai jamais souffert de travailler. Tant mieux. On ne peut pas perdre à tous les coups, comme quoi. Non, parce que mon travail me passionnait énormément. Bon, tant mieux, c'est une bonne chose. Simplement, c'est vrai, là, si on essaye de rendre notre échange fructueux, je dirais, pour vous, là, c'est vrai que, vous avez eu l'enfance que vous avez eue, vous en avez hérité ce qu'on pourrait appeler une mauvaise estime de vous, un déficit d'estime de soi. Mais par contre, j'ai eu d'autres choses très positives. Tant mieux. Voilà, je n'ai pas été une enfance malheureuse. C'est ça, d'accord. Et on m'a appris beaucoup de choses quand même. Très bien, très bien. Simplement, aujourd'hui, à 70 ans, ça pourrait, c'est vrai, être bien de réussir. Bon, vous faites un travail depuis 5 ans, ça c'est extra. C'est vrai que ce serait bien de réussir, déjà dans un premier temps, réussir à ne plus vous juger comme ça. Oui, ça, vraiment, ce serait bien. Un peu plus indulgente. Exactement. Alors là, c'est exactement, me semble-t-il, le mot qui convient. C'est effectivement de mobiliser l'indulgence vis-à-vis de vous-même. Oui. Ah oui, ça, je pense quand même que ça vous ferait le plus grand bien, et je crois que ça fait du bien à chacun. Oui, un peu d'indulgence. C'est le chemin, si vous voulez, de crête, la ligne difficile, c'est l'indulgence sans complaisance. Voilà, toujours pareil. La complaisance, c'est pas satisfaisant, et en même temps, le jugement, c'est pas satisfaisant non plus, ça marche pas. Donc effectivement, de réussir à être indulgente vis-à-vis de vous-même, sans complaisance, ça, je vous fais confiance pour ne pas être complaisante. Donc vous, si c'est un balancier, c'est comme un bateau qui tire des bords, je pense que vous, la complaisance, il n'y a pas de danger. Donc, c'est vrai, vous auriez intérêt à tirer un bord dans l'autre direction. Oui, un peu plus douceur. Le cap sur la douceur et l'indulgence, oui, vraiment. Et notamment par rapport, à ce drame de la vie que vous avez vécu, au moins déjà réussir à je vous entends dire, je n'ai pas été à la hauteur. De changer de regard. Oui, j'ai pas su accompagner mon mari correctement. Voilà. Ouais, ça m'embête pour vous, oui, ce regard. Ouais. Ouais, voilà. J'ai pas su. Voilà. J'estime que je n'ai pas su. Oui, bien sûr. Et ça m'embête pour vous, ce regard. On parlait tout à l'heure avec la première auditrice de la communication d'adulte à adulte. Oui. Et donc c'est le drame d'un adulte, parfois, c'est parfois un drame, c'est qu'il est responsable. Voilà. C'est-à-dire que le problème, si vous voulez, quand ça s'est passé avec mon mari, nous ne vivions pas ensemble. Alors, parce que j'étais partie monter un autre magasin. Donc j'étais pas près de lui. Oui. Voilà. Bien sûr, ça Voilà, c'était pas. Je peux. De toute façon, il y a pas mal d'études en psychologie sur le sujet, y compris des études cliniques. C'est vrai que quand on perd un être cher, on se sent coupable, de toute façon. Il y a un processus qui mais fait au bout de 25 ans, ça devrait passer. Et voilà, merci de votre aide, Christine. C'est qu'effectivement, on peut se dire qu'on a des capacités de guérison, même si bien sûr, on regarde une blessure, bien sûr. Simplement, la situation se transforme. J'avais entendu un psy un jour qui avait utilisé une très belle formule sur le deuil. Il avait dit faire son deuil, ça n'est pas cesser d'aimer, bien sûr, c'est apprendre à aimer autrement. Différemment.
maman, oui. Ah, j'avais trouvé ça vraiment très très juste et très très fin. Et effectivement, voilà, c'est ça. C'est qu'on dit, bon, au bout de 25 ans, même la tristesse, même le chagrin se transforme, prennent une autre forme. Tout à fait. Ouais. Là-dessus, oui, mais j'ai pas réussi à faire le deuil, comme on dit. C'est une chose qui est en moi tous les jours. C'est-à-dire que le deuil, si on rappelle les étapes du deuil pour beaucoup de psys, il y a l'étape du déni, de dire c'est pas possible, voilà, ça se peut pas, donc il y a un refus, comme ça, un déni de la réalité. Il y a ensuite l'étape ce qu'on appelle de la négociation. On essaye de négocier comme ça, de trop dire finalement je vais m'arranger. Bon, il y a une étape ensuite de la colère. Parce que voilà, on se dit que c'est pas juste. Moi, je suis passée le premier jour à la colère. Ah ben voilà, ouais. Et la colère est suivie par la tristesse, qui généralement est l'antichambre de l'acceptation, voilà, qui débouche ensuite sur une forme de guérison, si tant est qu'on puisse guérir. C'est-à-dire que la tristesse laisse la place ensuite à l'acceptation, quoi. Écoutez, on va continuer à travailler. Mais, écoutez, je vous entends le dire avec une bonne voix. Mais de toute façon, j'en veux à personne, je suis pas triste. Ben, ça fait plaisir de je suis vous entendre. Nostalgique, c'est pas pareil. Ouais. Voilà. Tant que ce n'est pas de la mélancolie, c'est l'essentiel. Vous savez qu'en psychologie, la mélancolie, c'est très dangereux. Donc c'est la nostalgie qui m'implique le plus. Bon. Mais écoutez, en tout cas, elle vous évite avec le sourire. Donc vraiment, ça me fait plaisir pour vous, Christine. Je vous remercie pour votre appel. Il faut bien avoir le sourire, Jean. Ben oui, ne changez rien. Ça fait du bien. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, Christine. Et nous retrouvons maintenant Patricia, qui nous a appelé au 39 21. Bonsoir, Patricia. Alors, petit souci de communication manifestement. Alors, on va faire une petite pause musicale et on retrouve Patricia juste après. Personne. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et les problèmes de téléphone ont été résolus et nous retrouvons donc Patricia. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir Patricia. Je fais un tout petit aparté, j'ai entendu Christine. Oui. Et je me rends compte que finalement, les gens de ma génération, puisque nous avons le même âge, n'étant pas des enfants désirés, moi en plus maman était fille-mère comme ils disaient à l'époque. Ah oui, d'accord. On a à peu près les mêmes problématiques, on se sent rejeté et surtout ce manque de confiance en soi. Et beaucoup de personnes de mon âge, je me rends compte, de femmes surtout, on a un petit peu cette problématique. Ben écoutez, oui, c'est très touchant, je trouve, ce que vous dites. Oui, c'est vrai que effectivement, c'est ce qu'on disait avec Christine. C'était avant la contraception, avant l'arrivée de la pilule. Donc les femmes souvent à l'époque subissaient la grossesse. Et j'ai souvent entendu donc des femmes de votre génération à vous qui me disaient que leur maman, notamment des femmes qui s'étaient mariées jeunes et qui étaient très amoureuses de leur mari. Et puis la grossesse arrivait. Elle n'était pas désirée et parfois les maris se détournaient un peu de leur épouse pendant la grossesse et même après la naissance. Et donc, ces femmes finalement étaient malheureuses et finalement prenaient un peu l'enfant en grippe parce que finalement pour elles, ça leur avait gâché leur histoire d'amour finalement. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et moi, à 14 ans, j'étais comme Christine, j'étais à l'usine. Ah oui. Donc voilà. Ben oui, c'est très. Je pense que ça peut aider les jeunes générations d'avoir la connaissance de tout ça parce que pour le coup, c'est pas vieux. Voilà, c'est quand même. Vous avez l'âge, d'avoir des petits enfants, quoi. Oh, j'ai des petits enfants. Voilà. Oui, j'en ai 6. Voilà, très bien. Et c'est vrai que c'est pas loin de nous. Et en même temps. Tant mieux d'ailleurs, parce que même si c'est pas loin de nous, ça semble d'un autre âge, quoi. Des enfants qui vont à 14 ans à l'usine, qui se font, oui, c'est presque de la maltraitance. Aujourd'hui, on parle de maltraitance quand on traite un enfant d'imbécile tout le temps, comme ça. Donc, en même temps, c'est bien de se souvenir que c'est quand même un travail. Je veux dire, la bienveillance, c'est notre co-responsabilité, à tous, de tâcher de rendre quand même la vie un peu moins dure. Vous avez raison. Oui,
vrai, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur ma vie, mais bon, c'est pas le sujet. Ce soir, il faudrait une émission. Ah ben écoutez, programmons-la à l'occasion. Ah voilà, tout à fait. Ben oui. Là, je vous appelle surtout parce que je suis très perturbée. Je sais pas, on a dû vous le dire. J'ai perdu un cousin ça fera donc 3 semaines mardi que nous l'avons enterré. Donc je suis remontée sur Paris parce que je suis dans le sud. Et si vous voulez, je savais que ma cousine, donc sa femme, ma cousine qui m'a vu naître, parce qu'elle avait 10 ans de plus que moi, donc à l'époque, elle s'occupait beaucoup de moi, du bébé que j'étais, etc. Et donc ma cousine, je l'ai pas vue depuis 1 an et demi, parce que c'est pas toujours facile de se voir, mais on correspondait, etc. Et c'est elle-même, il y a 1 an, l'année dernière, en avril, je l'appelais, puis je lui dis comme ça, tu sais, t'exagères, cette année, tu m'as pas souhaité mon anniversaire. Alors elle s'est excusée, etc. Et puis elle me dit, tu sais, on vient de me détecter un début d'Alzheimer. Donc ça m'a fait un choc. Oui, bien sûr. Mais bon, de temps en temps, je l'avais quand même au téléphone, j'avais son mari au téléphone, j'avais des nouvelles, mais ça me faisait mal. Et là, pour l'enterrement, je l'ai vu. Et si vous voulez, ce qui est assez bizarre, c'est que beaucoup de personnes, elle a eu beaucoup de moments, si vous voulez, pendant toute la journée, de lucidité ou par moment elle reconnaissait même plus son gendre, ni sa fille, etc. Et puis 5 minutes après, c'était ses enfants, etc. Moi, par contre, du moment que je suis arrivée jusqu'au soir, je suis partie, c'était toujours Patricia. J'étais toujours elle me prenait par la main, elle me traînait avec elle, etc. Mais moi, de l'avoir diminuée comme ça, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Surtout que quand je suis partie le soir, que je l'ai quittée pour rentrer chez moi, bien entendu, elle a dit à sa belle-fille, elle m'a serré la main, elle m'a fait mal tellement elle m'a serré fort, et elle a dit comme ça à sa belle-fille, elle lui a dit comme ça, et surtout, tu prends bien soin de Patricia. Il faut pas la laisser, comme ça. Et puis elle m'a embrassée, et puis moi je suis partie en pleurant. Je suis partie, je me suis dit c'est une des dernières fois que je vais la voir où elle a un petit peu de lucidité. Et j'ai beaucoup de mal à cet état de choses. C'est quelqu'un qui était tellement vivant, tellement tout. On se ressemblait beaucoup. Quand j'allais la voir, on sortait, on allait faire des marches, etc. On se racontait nos histoires, on faisait du Scrabble, on faisait plein de choses ensemble. Et là je me dis c'est une page, c'est même pas une page de ma vie qui se ferme, c'est un livre entier qui s'en va. C'est-à-dire que, oui, c'est une dame qui a 80 ans, hein, c'est ça? Elle va avoir 80 ans. Elle va avoir 80 ans. Oui, on a 10 ans de différence. Et si je comprends bien, finalement, donc votre maman était dure avec vous quand vous étiez petite. Très dure. Oui, très dure. Et donc finalement, cette dame, vous savez, maintenant on parle en psychologie de figure d'attachement. Quand on s'intéresse aux bébés, comment les bébés grandissent, comment ils se développent, on parle de figure d'attachement. Donc si je comprends bien, cette dame, c'était vraiment votre principale figure d'attachement quand vous étiez petite. Oui. Complètement. Et puis j'ai beaucoup de mal. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que moi je fais partie d'associations, je suis à la retraite. Comme disait une dame cette semaine, mes enfants m'ont abandonné. Moi c'est un peu le cas, ils ont leur vie, etc. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Et puis il faut. Donc je fais partie d'associations. D'ailleurs je fais partie d'une fédération où s'occupe des usagers de la psychiatrie. Donc vous voyez, je suis un petit peu pas dans le milieu. Vous êtes un peu dans le bain quand même. Oui, dans le bain, si vous voulez. Oui, quand même. Oui, un peu, oui, quand même. Ça fait 10 ans que je le fais. Je peux peut-être vous dire de la fédération je fais partie. Oui, bien sûr. C'est la FNAPSI, si vous avez bien entendu parler. La Fédération nationale donc des usagers de la psychiatrie. C'est ça, tout à fait. Donc, si vous voulez, je connais un petit peu. Mais ce qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'autour de moi, donc je fais partie d'autres associations dans la ville où j'habite. Là, par contre, c'est uniquement pour me changer les idées et tout. Donc, j'ai des copines. Mais en revenant de Paris, donc de cet enterrement, j'ai dit je veux rester dans ma bulle parce que vous voyez, même en vous parlant, j'ai les larmes aux yeux, vous voyez, et j'ai pas envie de m'épancher parce que je sens que les gens ne comprennent pas. Mais quelques personnes m'ont quand même dit, et des femmes surtout, mais maintenant, il est enterré, il faut que tu fasses ton deuil, et puis ta cousine, ils vont la placer, tu sais, et puis voilà, c'est comme ça, vous voyez, on parle comme ça, et ça je supporte pas. C'est très difficile, oui. J'ai beaucoup de mal. Qui c'est qui vous dit ça Des copines, d'associations et tout. Je ne sais plus qui c'est qui disait. Alors, j'ai rien contre vos copines. Hein. Je ne sais plus qui disait. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Là, je suis en train de faire un petit peu le tri, entre guillemets, parce
que c'est pas vraiment des amis, c'est des copines d'association, mais je trouve que c'est très dur. Et je me rends compte que maintenant, enfin, c'est pas la première fois que je me rends compte un petit peu, c'est qu'à partir du moment où les gens sont enterrés, allez hop, il faudrait se frotter les mains et puis oublier. Alors, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont votre âge à peu près, Patricia? Oui, tout à fait, oui. Alors, bon, une autre piste d'explication, c'est que donc quand vous traversez vous-même un moment difficile, hein, là vous avez donc le décès de votre cousin, vous avez donc l'état de votre cousine qui vous bouleverse. Ça semble bien compréhensible et bien légitime. Oui, et donc, vous en parlez autour de vous. Et donc, bien sûr que ça renvoie chaque personne à ses propres angoisses. Vous voyez, oui, tout à fait. Bon. Et donc, là, vous qui êtes un peu dans le bain aussi, comme les auditeurs de Libre Antenne qui connaissent bien tout ça, c'est Freud qui parlait des mécanismes de défense. Vous voyez, c'est-à-dire que chacun, si vous voulez, réagit pour se défendre parce que c'est trop... ça fait peur, voilà, c'est trop insupportable d'imaginer la maladie, d'imaginer l'état qui se dégrade. Et donc les personnes, elles se protègent comme elles peuvent. Souvent, elles ne s'en rendent même pas compte. Et donc c'est du coup effectivement un festival de il faut que. Oui, voilà. C'est très dur. C'est dur parce que, en plus, je veux dire, elle me reproche parce que je suis restée quelque temps de pas aller à l'association. Bon, ils m'ont téléphoné une fois ou deux. J'ai dit, écoutez, soyez gentils, ne m'appelez pas parce que j'ai pas envie de parler, j'ai envie de rester dans ma bulle. Donc après, je suis quand même retournée. Je me suis dit, je peux pas quand même tout le temps être enfermée. Il faut que parce que j'ai quand même l'habitude de prendre sur moi, de me donner des coups de pied aux fesses. Et on me dit, mais alors raconte-nous. J'ai dit, non, j'ai pas envie de parler. Parce que de suite, j'ai les larmes aux yeux. Mais alors, il y en a une ou deux, je l'ai quand même dit. Et j'ai eu ce genre de réponse. Et on m'a même été jusqu'à me dire que j'étais égoïste. Ah oui. Oui. De pas les appeler, de pas être comme avant. Mais j'ai dit, laissez-moi le temps. Ah oui, là c'est... Parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. Je reconnais que aussi bien à la fédération que dans ces genres de petites associations, je suis toujours la première à faire un tas de choses pour les réunions, etc. Et que là, je leur ai dit, laissez-moi. Je leur ai dit, laissez-moi un peu de temps, laissez-moi réfléchir, laissez-moi dans ma bulle. Voilà, c'est un peu mon terme à moi. Oui, bien sûr, oui. Et ça, ils ne comprennent pas. Vous voyez, il aurait fallu que je revienne. Et puis, allez, comme si de rien n'était. Voilà. Et alors, là, vraiment, vous mettez le doigt sur quelque chose. C'est très dur. Et vraiment, vous pointez quelque chose qui est hélas, très fréquent dans la communication. C'est que, donc, il y a les mécanismes de défense, donc les personnes se défendent. Et puis, très souvent, finalement, les reproches que vous fait la personne, en réalité, vous pouvez vous amuser à relire ça en vous disant que la personne est en train de parler d'elle. Donc la personne qui vous dit comme tu es égoïste, Patricia, en fait c'est elle-même qui est égoïste, vous voyez. Ah oui. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Moi quand même, écoute, tes histoires de décès, d'Alzheimer, c'est pas mon problème, quoi. Oui, tout à fait. Donc en fin de compte, c'est on a une espèce, sans doute en nous, une espèce de tendance comme ça. C'est vrai qu'on a plus de facilité à voir les problèmes chez l'autre que chez soi, quoi. Donc la personne qui est égoïste, finalement, elle va voir de l'égoïsme partout, quoi. Voilà. En fait, on appelle ça la projection. Vous voyez, elle projette. Oui, parce que j'ai beaucoup de défauts comme tout le monde. Mais c'est un défaut que j'ai pas, c'est bien ça. Mais oui, donc, bien sûr. Disons, je me donnerai pas autant, surtout au niveau de la FNAPSI. Je me donnerai pas autant au niveau des malades, etc. Donc, je pense pas être quelqu'un d'égoïste. Mais ça me fait du mal parce que c'est quand même des personnes que j'aimais bien, que je considérais bien, etc. Et elles me font mal. Ça me fait du mal. Oui, écoutez, je pense que je vous comprends. Il me semble que je vous ai entendu parler de tri tout à l'heure. Oui. C'est vrai que même si le terme n'est pas très heureux, c'est un fait que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît finalement les personnes qui sont vraiment aimantes, vraiment bienveillantes, justement. Oui, tout à fait. Et puis des relations qui sont plus des relations de circonstances. Et là, c'est vrai que ces personnes, c'est pas gentil. Enfin, moi, c'est ce que je dis, c'est pas gentil. Ou peut-être, moi, je suis peut-être un peu trop gentille. Déjà que mes propres enfants ne comprennent pas que ma fille aînée m'a dit comme ça, mais tu sais, maman, à ton âge, tu vas commencer à voir tout le monde mourir autour de toi. J'ai trouvé ça très dur aussi.
Ah oui, comment elle va? Elle va bien, votre fille aînée? Ouais. J'ai dit, elle va pas très bien, je ne pense pas, parce qu'elle a beaucoup de soucis dans son couple, etc. Ah, ben voilà, ouais. Mais voilà, donc... Combien d'enfants avez-vous, Patricia? J'ai 3 enfants que j'ai élevés toute seule parce que le papa m'a abandonnée. Ils étaient tous tout petits. L'aînée, elle avait 8 ans et demi et quand il est parti avec ma meilleure amie. Avec la meilleure amie, d'accord. Ah oui, donc effectivement, je vous confirme qu'à l'occasion, on pourra faire une émission spéciale. Il y a de quoi. Émission spéciale Patricia, c'est un peu un cas d'école, quoi. Hein. Ah oui, complètement. Moi, je me suis mariée très jeune. C'est vrai que quand on se sent abandonné, c'est ce que je me suis dit. Je me suis mariée entre guillemets, avec le premier venu. Je veux dire, le premier homme qui s'est intéressé à moi, il était jeune aussi. Moi, j'avais 16 ans, lui, il en avait 17. Ah, donc, vous êtes mariée à 16 ans. Vous avez été émancipée. Je me suis mariée à 20 ans, mais je l'ai connu. Vous aviez 16 ans. J'avais 16 ans, tout à fait. D'accord. Mais je crois que je me suis mariée, surtout, moi, ce que je voulais, c'est avoir des enfants pour leur donner l'amour que j'ai pas eu, moi. Oui. Donc, c'est peut-être pas une bonne chose à faire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Par rapport aux résultats de ma vie, je sais pas. Je les ai élevés toute seule après, donc ça n'a pas été évident. Ah ben ça, certainement. Vous avez donc une fille aînée? J'ai 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon. Et vous avez 6 petits-enfants avec ça. C'est de chacun ou 6, 0-0? Non, de chacun. Chacun 2 enfants. Ils ont quel âge, vos petits-enfants? Ça va de 13 ans jusqu'à 20 ans. D'accord. Oui. Et comment ça va, les relations avec eux? Je les vois pas. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Non. Mon fils habite trop loin de chez moi. Je vois une journée par an. Les autres, je les vois pas non plus. Ils n'ont pas le temps. Je dis toujours, ils font leur BA pour Noël et pour mon anniversaire. Sinon, je les vois pas de toute l'année. Vous avez des nouvelles 2 fois par an. Ouais. Voilà. J'ai des nouvelles de temps en temps. Mais ils n'arrivent pas non plus à comprendre que je refuse quand même avoir des discussions par texto. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je supporte pas. Si on veut appeler la personne, on l'appelle. Ah, oui. On n'envoie pas des discussions par texto. Ah écoutez, alors Patricia, vous avez bien fait d'appeler. Vous me demandez ce que j'en pense en plus. Non, moi je suis pas. J'en envoie, je suis comme tout le monde, mais pas une discussion. On envoie un truc pour, je sais pas, n'importe quoi. J'ai une copine, je prends des rendez-vous chez elle, j'envoie un texto. Est-ce que tu es disponible? Parce que je veux pas la déranger au téléphone. Mais c'est tout. Je veux dire, non, pas des discussions par texto. Écoutez, vous posez une bonne question, Patricia. Non, alors vraiment, parce que comment aborder la question ensemble? C'est-à-dire que sans but, pas de tir au but. Donc vraiment, la première chose, c'est d'identifier l'objectif, le but. Là, manifestement, j'imagine, de ce que je comprends, que vous aimeriez bien avoir davantage de relations avec vos petits-enfants. Bien sûr. Voilà. Donc ça, on est d'accord que ça, c'est l'objectif, n'est-ce pas? Bon. Donc à partir de là, on se pose la question des moyens d'atteindre l'objectif. Oui. Bon. Et donc, comment dire? Je me permets de vous couper. C'est pas les petits enfants qui envoient les textos, parce que je comprends. C'est les enfants. C'est les enfants. Ouais. Oui, non. Les petits enfants, je comprends, parce que c'est leur moyen de s'exprimer. Mais c'est les enfants. Comme je dis, on me dit, oui, c'est parce qu'ils sont jeunes. Mais mon fils, il va avoir 43 ans, oui. 46, et ma fille va avoir 49. Voilà. Donc non. C'est des jeunes. Oui, quand on me dit c'est parce qu'ils sont jeunes, j'ai dit non, maintenant il faut arrêter avec ça. Oui, je vous rejoins. C'est vrai, mais il faut arrêter de dire c'est parce qu'ils sont jeunes. Écoutez, même si c'est vrai que c'est moins traditionnel chez les gens qui ont passé 40 ans que chez les ados, moi il me semble que ça peut être intéressant c'est mieux que rien. D'explorer. C'est pas ce que je veux dire, en tout cas. Non, comment dire? Si je suis très très attaché à quelqu'un qui perd l'usage de la parole. Oui. Et cette personne se met à la langue des signes. Si j'ai envie de communiquer avec cette personne, peut-être je vais me mettre à la langue des signes. C'est vrai.
Bien sûr que je vais regretter qu'elle ait perdu l'usage de la parole. Évidemment, je vais avoir de la peine pour elle. Et je vais même peut-être rêver qu'elle retrouve l'usage de la parole. Et en même temps, en attendant, parce que je l'aime, parce que c'est important pour moi notre relation, et peut-être je vais prendre des cours comme ça de langue des signes pour pouvoir un peu communiquer avec elle. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Ah ça me fait plaisir de vous l'entendre dire. Oui, non, c'est vrai, je comprends, oui, tout à fait. Ça fait plaisir parce que les enfants, comment se fait-il qui basculent sur le texto plutôt que sur le dialogue, ça il n'y a qu'eux qui peuvent le savoir, et même parfois laisse tomber comme ça, je sais pas. Qu'un pédopsychiatre m'avait dit il y a très très longtemps, parce que ma fille à l'époque avait 11 ans, j'ai eu beaucoup de soucis avec elle, mais j'ai toujours essayé de régler les problèmes. Elle m'avait dit comme ça, vous savez, Patricia, il m'avait dit comme ça, votre fille, elle se venge inconsciemment sur vous de l'abandon de son père. Et tant qu'elle n'aura pas réglé cet abandon, elle se vengera toujours, mais inconsciemment. Oui, et d'accord. De mes 3 enfants, parce que le papa les a vraiment abandonnés, ils n'ont plus revus. Elles n'ont plus revus. Non. De mes 3 enfants, les deux jeunes sont retournés voir leur père. Ça a rien donné, mais au moins ils ont fait la démarche. Oui. Que ma fille aînée ne veut pas. Ne veut plus en entendre parler, n'a jamais plus voulu en entendre parler. Donc peut-être que ce monsieur avait raison. C'est une analyse intéressante en tout cas. Ça c'est sûr que ça nous arrive hélas parfois à nous tous de payer pour les autres. Comme on dit, on fait le mauvais objet. Imaginons bien sûr que votre fille ait besoin d'explorer, de travailler l'abandon, le rejet, etc. Le papa est pas là. Donc de toute manière, c'est auprès de vous qu'elle le travaille. C'est ce qu'on observe avec la psychologie des enfants, c'est que c'est toujours on parlait de figure d'attachement tout à l'heure à propos de votre cousine. C'est toujours le lien le plus fort qui est malmené, tout compte fait. Hélas, et en même temps on peut comprendre l'enfant, même à 49 ans, on reste l'enfant de ses parents toute sa vie. Donc l'enfant, si vous voulez, il va challenger, si j'ose dire, le lien le plus fort. Donc si on essaye de porter un regard positif là-dessus, on peut dire qu'il y a un lien fort, manifestement, avec votre fille aînée, puis j'imagine vos 3 enfants. Patricia, je voudrais vous le dire quand même avant que l'on se quitte, parce qu'on avance dans l'heure. J'ai plusieurs réactions par SMS, dont une réaction qui dit vraiment cette dame est une très belle personne. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une maman comme elle. Donc vous voyez, ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut peut-être terminer là-dessus, Patricia? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à vous, Patricia. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Patricia. Et nous arrivons au terme de cette libre antenne. Merci beaucoup pour votre écoute, votre participation, vos réactions par SMS. Nous nous quittons pour ce soir. Demain, vous retrouvez Sabrina Philippe toute la semaine. Et quant à nous, nous nous retrouvons vendredi soir à 23h pour la libre antenne du week-end. Vous êtes sur Europe 1. Il est 1h du matin. À très bientôt. Bonne nuit.